Merci d'être avec nous sur la TFM. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Malversation, détournement de deniers publics, Maître Abdoulaye Wade pointé du doigt par Mamadou Oumar Ndiaye. Le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Témoin se dit convaincu que l'ex-président a une responsabilité directe dans ces scandales. Rumeur au sein de partis politiques, Hélène Tine n'a pas démissionné de l'AFP, déclare El Hadj Malick Gakou. Le secrétaire adjoint du dit parti estime tout de même que c'est un dossier que sa formation gère avec hauteur et sérénité. Journée nationale de vaccination contre la poliomyélite, ce sera du 11 au 13 mai prochain. À Sédhiou, plus de 80 000 enfants sont ciblés. Bienvenue, bonsoir à tous. Et oui, je vous le disais en titre, l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, a une responsabilité directe sur les cas de malversation et détournement de deniers publics. C'est en tout cas la conviction du directeur de publication de l'hebdomadaire Le Témoin, Mamadou Oumar Ndiaye, l'a martelé ce matin au cours de l'émission Remue-Ménage de nos confrères de la RFM. En voici un extrait. Qu'il s'agisse d'Ibrahima Ndiaye, ancien directeur général de la Poste, qu'il s'agisse de Mbaye Diouf, de la Société nationale des chemins de fer, qu'il s'agisse de Mme Khady Diagne, de la Solida, etc. Mais il les a mis en prison sans problème parce que c'était des adversaires politiques. Mais quand il s'est agi de mettre des voleurs de son propre camp en prison, il s'est abstenu de le faire, il ne l'a jamais fait. Donc par conséquent, c'était une question de volonté politique. Et à la fin, force est de dire que, en fait, le régime libéral avait connu une dérive mafieuse. Vraiment, c'était une mafia dans laquelle tout le monde, il y a peut-être quelques rares exceptions, mais sans fin, l'essentiel des gens, constatant qu'il n'y avait pas de sanctions, etc., chacun s'en mettait plein les poches allègrement et on a constitué des fortunes extraordinaires en un temps record. Des gens qui sont devenus quand même, qu'on connaissait très bien, hein, avant l'alternance, qui étaient pauvres comme Job, qui étaient pauvres comme Job, se sont retrouvés vraiment avec des propriétés à l'étranger et dans les quartiers les plus huppés de Paris ou d'ailleurs, etc. Et ça quand même, c'est vraiment, le président Abdoulaye Wade a fermé les yeux sur cet enrichissement s'il ne l'a pas encouragé. Par conséquent, on peut difficilement plaider aujourd'hui son incapacité à sévir. Ça, je n'y crois pas. Politique à présent, le secrétaire général adjoint de l'Alliance des forces du progrès dément l'existence d'un cas Hélène Tine au sein de l'AFP. Malick Gakou déclare à qui veut l'entendre que Hélène Tine n'a pas démissionné du parti. Il estime que c'est un dossier que son parti gère avec hauteur et sérénité. El Hadj Malick Gakou était l'invité de Mamadou Ibra Kane dans le grand jury. Nous l'écoutons. Hélène Tine, de toute façon, est membre de l'Alliance des forces de progrès. À ce que je sache, elle n'a pas démissionné. Hélène est notre sœur. Vous savez que dans l'AFP, nous, notre stratégie fondamentale, c'est de faire de l'addition. Nous ne faisons pas de la soustraction. Nous faisons en sorte quand même que, au maximum, que les militants de l'AFP soient ensemble. Nous faisons en sorte quand même que notre parti se massifie. Nous partons en sorte que notre parti se développe au service du Sénégal. Et donc, Hélène Tine a choisi de faire partie de notre liste, que la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, à laquelle nous appartenons. Mais c'est un choix de Hélène Tine. Maintenant, il appartiendra à Hélène, au parti, de voir dans quelle mesure il faut traiter ce problème. Mais dans tous les cas de figure, le président Niasse lui-même a instruit les militants de l'AFP de ne dire aucun mot négatif sur Hélène Tine. Puisque Hélène, quand même, est notre sœur. Elle a contribué de manière rayonnante, de manière engagée et déterminée à la connaissance de notre parti. Et c'est la raison pour laquelle c'est un dossier que nous allons gérer. Hélène est toujours en phase avec l'AFP, elle est toujours en contact avec l'AFP. Parce que vous savez, Hélène, c'est une femme engagée, c'est une femme déterminée, c'est aussi une femme très loyale. Et c'est la raison pour laquelle c'est la politique qui est comme ça. Bien souvent dans la politique, on prend des décisions, mais ce qui est évident, pour nous, Hélène restera toujours notre sœur. Et le président a instruit les militants et les militants de l'AFP de ne pas dire de mots négatifs sur qui que ce soit. Chaque fois qu'il s'est agi de situations délicates dans notre parti, le président Niasse a demandé au parti de garder sa sérénité. Nouveau développement dans l'affaire de l'enlisement du navire Aline Sitoé Diatta. Le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, dans une conférence de presse à Ziguinchor, a annoncé aujourd'hui l'existence d'une enquête pour situer les responsabilités de l'incident. Pour rappel, ce navire s'était enlisé momentanément dans l'océan. C'était le 2 mai dernier. Le récit de Daniel Diouf. À la survenue de l'incident, le directeur général du consortium sénégalais d'activités maritimes s'était expliqué.
Le commandant Seydou Diallo déclarait dans une conférence de presse que le bateau Aline Sitoé Diatta s'est échoué pendant quelque temps parce qu'il a été bloqué par des bancs de sable dus au mouvement du vent. Alors pour le commandant Diallo, pas question de corrélation avec la fiabilité de la locomotive. L'affaire vient de prendre une nouvelle tournure. Le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, Yérim Thioub, dans une conférence de presse à Ziguinchor, annonce une enquête en cours. Elle est diligentée par son service. Il s'agit selon lui de situer les circonstances de l'échouement du navire Aline Sitoé Diatta. L'enquête est justifiée par la loi portant code de marine marchande. Elle est obligatoire. Elle est destinée en priorité à l'autorité maritime, au COSAMA, mais également au procureur. Pour rappel, le navire Aline Sitoé Diatta s'était enlisé à l'embouchure du fleuve Casamance la semaine dernière. La cause évoquée, l'absence de tragage du fleuve. Reste à savoir ce que révélera l'enquête en cours. Parlons à présent du projet de délocalisation du canal d'évacuation de Cambérène. La section APR de l'unité 7 apporte sa pierre à l'édification d'un cadre de vie beaucoup plus sain. Elle a initié une opération d'investissement humain avant le démarrage des travaux. Les populations de la localité, elles, se disent satisfaites de la décision du gouvernement et demandent le respect des engagements. Adiatala Mardien. Les populations de Cambérène, vulnérables et exposées aux affections cutanées et respiratoires, saluent la décision du gouvernement de délocaliser l'exutoire. Elles souhaitent sa matérialisation dans les meilleurs délais. C'est un sentiment de soulagement qu'on a eu en entendant que l'État a décidé quand même de délocaliser l'émissaire de Cambérène. Bon, c'est un sentiment de soulagement de tout le village de Cambérène. Parce que ça fait un bon moment que le tuyau pollue l'atmosphère du village. Donc si on entend que l'État a décidé quand même de transférer cet émissaire, nous ne pouvons que nous en réjouir. J'espère que l'État va respecter ses engagements. Ils ont fixé un délai pour dire que l'émissaire va être transféré ailleurs. Donc j'espère que l'État va respecter ses engagements. À l'unité 7 des Parcelles Assainies, la section APR du quartier n'a pas attendu le début des travaux pour réagir. Les membres de l'organisation ont pris le taureau par les cornes pour débarrasser leur localité des immondices et des eaux usées. Les femmes se sont levées et nous ont demandé au moins de faire une action parce que leur commerce s'est stoppé, ça ne passe plus. Et en plus de ça, les enfants les plus petits ont la diarrhée et des vomissements. Donc c'est une épidémie qui est en train de prendre du terrain au niveau de Parcelles Cambérène. Alors sur cette initiative-là, on s'est dit, nous on va mobiliser nos forces et essayer tant bien que mal d'essayer au moins d'enlever les ordures. Parce que ce sont les ordures qui posent problème actuellement. Alors hormis l'eau, les populations ont versé les ordures avec la grève des orduriers. Et si ça continue comme ça, on risque d'avoir des effets néfastes pour la population. La délocalisation de l'émissaire est un début de solution au problème de la cité religieuse. Pour une capacité de 18 000 m3 d'eau usée en 1986, le canal en reçoit aujourd'hui 40 000 émanant des 26 stations de pompage, ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan sanitaire et environnemental. Une note de santé à présent dans cette édition, lutte contre la poliomyélite du 11 au 13 mai prochain. Des journées de vaccination seront organisées sur toute l'étendue du territoire. À Sédhiou, dans la région sud du pays, plus de 80 000 enfants sont ciblés. C'est la communauté rurale de Djirédi qui a abrité la cérémonie de lancement. Cérémonie au cours de laquelle le sous-préfet de la localité déclare que les véhicules des chefs de village affrétés par le régime sortant doivent être réquisitionnés et affectés au secteur de la santé. À Sédhiou, la correspondance de Bakary Konté et Thierno Laurent Mendy. Le lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la polio a eu lieu dans la communauté rurale de Djirédi, dans la région de Sédhiou. La poliomyélite, c'est une maladie très grave qui atteint principalement les enfants de 0 à 5 ans et qui entraîne une paralysie irréversible, généralement des jambes. Vu cette gravité, il est nécessaire, il est obligatoire que la prévention qui est possible, parce que la poliomyélite c'est une maladie qui ne se traite pas, mais qui est possible de prévenir. Depuis la récupération des voitures des chefs de village, les véhicules des sous-préfets jouent le rôle d'ambulance. Nous n'avons pas hésité, par exemple, à mettre notre véhicule à disposition, en tout cas des parents du malade,
hein, ils vont mettre le gasoil et puis le véhicule dépose le qui et revient. Le véhicule de chauffage, on les a ramenés malheureusement à Sédhiou, au niveau de la préfecture. C'était vraiment très utile. Je souhaiterais à ce que, hein, qu'il y ait vraiment le retour de ces véhicules-là au niveau des communes rurales. Pour la réussite de ces journées, le conseil rural de Djirédji s'engage. Je pourrais vous rassurer que le conseil rural va accompagner votre équipe technique. Même si nous ne maîtrisons pas la technique, mais nous allons essayer de mettre à leur disposition notre contribution, même si c'est au moins roulant. Les élus locaux ont décidé de participer à la campagne de sensibilisation afin d'atteindre les objectifs. Vous l'aurez donc compris, ces journées de vaccination contre la poliomyélite ont démarré le 11 et ont pris fin aujourd'hui. Les syndromes généraux systémiques en milieu tropical, un ouvrage qui porte la signature du professeur agrégé Sohibou Ndongo. C'est un livre destiné en particulier aux professionnels de la santé. Allons à la découverte de ce livre avec Nafissatou Silla et Madani Marega. Ce livre fait ressortir l'ensemble des affections diffuses qui intéressent plusieurs organes du corps humain, rendant difficile leur prise en charge. Les syndromes généraux et systémiques en milieu tropical est un ouvrage de Sohibou Ndongo, professeur agrégé à la faculté de médecine à l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons abordé plusieurs thèmes, en particulier l'anémie, qui est un problème de santé publique dans nos régions, la fièvre, particulièrement la fièvre prolongée, mais également ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, qui sont actuellement des affections très fréquentes dans nos régions. Le professeur Ndongo a senti le besoin de montrer dans son livre les dessous de certaines maladies, souvent banalisées. C'est des manifestations qui ne renvoient pas tout de suite, donc dans l'immédiat, à un organe bien donné ou bien un appareil. Si bien que parfois le malade peut errer. Prenons l'exemple par exemple de quelqu'un qui perd du poids ou bien quelqu'un qui a une anémie sans pour autant qu'on ait pu par exemple trouver, pour parler un peu terre à terre, d'une spoliation sanguine. Cet interne des hôpitaux et rhumatologue a aussi traité dans son ouvrage des affections qui par la suite développent des handicaps. Il y a certaines maladies qui ont la particularité d'intéresser l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les os, les articulations, ainsi de suite. Si une maladie, par exemple, comme la polyarthrite rhumatoïde, je donne son exemple puisque c'est le rhumatisme qui est le plus fréquent, donc atteint les articulations et les déforme au plan socio-professionnel, c'est énorme comme handicap, qui est très fréquent, qui se trouve être le premier rhumatisme inflammatoire au monde, qui est présent au Sénégal, qui est d'ailleurs le premier rhumatisme inflammatoire en milieu hospitalier et qui pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sérieux problèmes de prise en charge compte tenu de la cherté des explorations. Le premier volume de ce livre est destiné aux professionnels de la santé, particulièrement aux étudiants en médecine, aux praticiens hospitaliers, mais aussi au grand public. Tout à fait autre chose à présent. Dans cette édition, le mouvement citoyen Fekke Mathi Bolé veut accroître sa représentativité à travers le pays. Il était dans les îles du Saloum, précisément à Niodior. Sur place, les populations se disent satisfaites des réalisations du mouvement dans leur terroir. Lamine Sarr est le responsable de Fekke Mathi Bolé à Niodior. Nous l'écoutons. Fekke est arrivé, il a essayé de voir au niveau de l'école arabe qu'est-ce qu'il pouvait faire pour les aider. Le doléance majeure, c'était quoi? La toiture. Voilà, Fekke a pu refaire la toiture de bout en bout. Voilà, il les a fait en don de 200 000 francs pour les aider, pour des besoins, voilà, d'urgence en cas d'un enfant qui tombe malade, voilà, ou bien des besoins de craie ou de cahier. Voilà, c'est ce que ça fait ici, l'école arabe. Et l'école arabe est présidée par l'imam de la mosquée, qui s'appelle M. Ilimandour. Il a été très content de la réalisation de Fekke dans ce village. Raison pour laquelle il a appelé tout le village se mobiliser pour le mouvement Fekke. Parce que, comme il les a dit le vendredi passé, ce que ce mouvement a fait ici, on a vu toutes les partis politiques passer, mais ils ne l'ont jamais fait. On n'a que des promesses. Voilà. À présent, la page des sports. Pape Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Nous démarrons par le rallye. Les 6 heures de Dakar, effectivement. Course sur piste à Sindia. Bertrand Chapuis, marque de Sibental sur Porsche numéro 963. Vous avez là l'équipage vainqueur de l'édition 2012. Nous avons eu la liaison téléphonique de Djibril Dieye qui était à Sindia pour la TFM, cette 32e édition des 6 heures de Dakar.
remporté donc par les Porsche. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions et magazines sportifs. Retenez que c'est la 4e saison de suite que les Porsche, les voitures allemandes, la voiture de cette firme allemande, remportent donc haut la main les 6 heures de Dakar, mythique course qui s'est déplacée donc de la capitale vers Sindia. Iboukan. Football, championnat européen, le suspense aura duré jusqu'aux ultimes secondes en Angleterre. Effectivement, et les mots manquent même pour décrire le finish entre City et United. Les Citizens, finalement, sacrés au bout du suspense, vous l'avez dit, à la différence de but. United, jusqu'à la 91e minute, était champion. Manchester United, vainqueur de Sunderland 1-0. Pendant ce temps, City était mené par Queen's Park Rangers, 17e, mal classé donc, 2-1, les arrêts de jeu, 91e minute. Zeko égalise, mais United était toujours en pôle pour le championnat. 91e minute, c'est juste après, à la 94e minute, à 1 minute de la fin donc, de cette rencontre, que Kun Aguero a crucifié Queen's Park Rangers, du coup Manchester United également et ses supporters. Notez que depuis 68, c'est le premier sacre pour les Citizens. City, United et Arsenal sont qualifiés directement pour la Champions League. Tottenham va disputer les barrages, sauf si Chelsea gagne samedi prochain la Champions League devant le Bayern de Munich. Alors, en France, en ce moment même, peut-être l'épilogue dès ce dimanche avec la 37e et avant-dernière journée. En ce moment même, le PSG, 2e au classement, mène devant Rennes 2-0, un doublé de Néné, alors que Montpellier et Lille, toujours 0-0 à la Mosson. Montpellier leader qui reçoit Lille 3e, noté entre autres l'Olympique de Marseille qui mène également 2-0 devant Auxerre. Auxerre virtuellement relégué. Nous avons Brest également, 18e mal classé, qui mène devant Valenciennes 1-0. On joue la 2e mi-temps en ce moment, donc la 38e journée, la dernière en Italie. La Juve était déjà sacrée. La Juve qui a battu Atalanta Bergame 3-1. L'AC Milan également, qui gagne devant Nova.